Bonsoir et bienvenue pour le décryptage de ce mardi dans Niwod Soir sur Niwod. Un ralliement en vue de la présidentielle de décembre 2023 à l'issue d'un congrès ordinaire de l'Union pour la nation congolaise, UNC, tenu samedi 19 août dernier. Le président national de cette formation politique congolaise, Vital Kamerhe, a promis un accompagnement sans faille à la candidature du président Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession pour un deuxième possible mandat. Selon Vital Kamerhe, le soutien de son parti à la candidature du président congolais traduit, je cite, la patience et la tolérance. Fin de citation. Pama de Dieu, vous êtes éditorialiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Ce ralliement de Vital Kamerhe à Félix Tshisekedi est-il opportuniste? On est obligé de penser s'il n'est pas opportuniste, puisque sur ce même plateau, on discutait en 2018 des conditions de ralliement de Vital Kamerhe par rapport à Tshisekedi, et on avait un accord qui était ici beaucoup plus clair, mais qui ressemble à l'accord Ouattara-Bédié. On part ensemble, vous prenez le premier mandat, le second mandat, nous prenons. Avec Ouattara-Bédié, c'était la parole donnée, tout le monde savait qu'il y avait quelque chose, on ne savait pas exactement quoi, mais ici en 2018, c'était déjà clair que sur la base de l'accord, Tshisekedi partait pour le premier mandat, et pour le deuxième mandat, c'est le contraire. Vital Kamerhe allait être candidat et soutenu par Tshisekedi. C'est pourquoi la question qu'on se pose, qu'est-ce qui a pu se passer entre-temps pour que ce qui était une sorte de contrat, si on peut l'appeler ainsi, qu'on préfère laisser le contrat de côté et laisser le président Tshisekedi continuer son mandat. Est-ce que la condamnation à un certain moment de Vital Kamerhe est passée par là? Il ne faut pas qu'on oublie qu'il a été condamné pour corruption, pour détournement. Mais avant d'en arriver là, est-ce que ce contrat justement dont vous parlez n'avait pas continué, puisque Vital Kamerhe a été aussi le directeur de cabinet? Oui, mais en fait, ça c'est le premier mandat. On vous met au pouvoir, on gouverne ensemble. Ensuite, vous me mettez au pouvoir, mais on continue de gouverner ensemble. Donc on est toujours dans le premier mandat. Ils ont travaillé à le mettre au pouvoir, bien que tout le monde sait qu'ils n'ont pas gagné les élections dans les urnes. On sait très bien qui a gagné les élections dans les urnes, ce n'est pas Tshisekedi. Ils ont gouverné ensemble. C'est cette question de condamnation qui, à un certain moment, a interrompu ce gouverner ensemble. Mais quand il a été blanchi, puisqu'il a été blanchi finalement par la cassation, on l'a remis dans le gouvernement il n'y a pas longtemps, lui et Bemba. Actuellement, il est vice-premier ministre. Kamerhe, dans le gouvernement, il est vice-premier ministre. Il est chargé de l'économie. Il n'est plus à la présidence comme c'était auparavant. Mais quand quelqu'un rentre dans le gouvernement à 9 mois des élections, est-ce que celui-là peut ensuite s'opposer à celui qui est le président de la République? Dès qu'on l'a mis dans le gouvernement, tout le monde savait qu'il se tramait quelque chose. Quoi? On ne savait pas encore. Voilà maintenant que les choses s'éclaircissent. Justement, comme vous le disiez, en 2020, Vital Kamerhe a été arrêté. En 2022, pardon, il a été arrêté et condamné pour détournement de fonds publics dans le cadre du programme dit des 100 jours. Et 6 jours après son acquittement, il a été reçu par Félix Tshisekedi. Comment décrire la relation entre les deux hommes? C'est compliqué puisque pendant qu'il était entre les mains de la justice, on n'a pas vu le président Tshisekedi faire preuve d'un soutien de façon très forte par rapport à Vital Kamerhe. Ça fait que beaucoup de gens même commençaient à dire mais ça c'est clair qu'il y aura le divorce entre les deux hommes. Il ne va pas accepter qu'il n'ait pas été soutenu. Alors que Tshisekedi disait ce que tous les présidents disent dans ce genre de situation. Nous sommes l'exécutif, ils sont le judiciaire. Je ne dois pas me prononcer sur un dossier judiciaire en cours. Alors qu'on a bien sûr vu plusieurs fois des présidents faire plus même que se prononcer sur un dossier judiciaire en cours. Ça avait fait douter les gens. Mais curieusement, quand effectivement il a fini par, avec la cassation, à annuler sa condamnation. Ouais. Tout le monde se posait la question, il fera quoi? Mais les résultats, comme vous l'avez dit, ils se sont retrouvés. Et progressivement, on a senti que les liens étaient toujours là. Et la preuve est là, puisqu'il accepte de ne pas se présenter pour la prochaine élection présidentielle en confirmant un soutien une deuxième fois à la candidature de Tshisekedi. Et cette fois, pour le président Félix Tshisekedi, quels seraient les avantages de ce nouveau partenariat? Pour le président Tshisekedi, c'est extrêmement important parce que, rappelez-vous, le jour de son investiture,
il y avait 3 éléments forts dans son discours. Un élément que tout le monde avait apprécié, le fait de vouloir rassembler. Ce qu'il a quand même essayé de faire dans son mandat, on ne pourrait pas le lui reprocher, même si dans son rassemblement, il y a eu à un certain moment beaucoup de calculs politiques, beaucoup de corruption également, quand il a fallu déloger certains députés pour avoir la majorité. Les 2 autres éléments, l'un c'était la lutte contre la pauvreté. Je ne crois pas qu'on peut dire aujourd'hui, au niveau de la RDC, qu'il a réussi sur ce plan. L'autre élément fort dans son discours, c'est le fait de rétablir la paix. Il disait même qu'il va aller installer le quartier général des forces armées dans les zones qui sont les zones les plus difficiles. Vous avez des zones qu'on a mises sous état d'urgence. Jusqu'à présent, quand on dit état d'urgence, ça veut dire que la situation est extrêmement grave. Il est en train de terminer son mandat avec la situation est extrêmement grave. Ça veut dire que sur ces 2 plans, il n'a pas pu véritablement réussir. Par exemple, que le Nord Kivu est sous la menace des voilà. groupes armés. Mais en ce moment, surtout qu'il y a le M23 qui est revenu en force. Parce que quand il parlait, le M23 était pratiquement KO après l'intervention des forces du Zaïre et de la MINUSCO. On ne parlait pratiquement plus de M23. Aujourd'hui, on parle de M23, on parle du Rwanda derrière le M23. Donc la situation sécuritaire n'a pas véritablement évolué. Mais ça veut dire qu'il a besoin d'avoir d'autres personnes qui vont amener leur base électorale associée à sa base électorale s'il veut gagner les élections. Et il ne se trompe pas. Il a pris Vital Kamerhe, qui a quand même une base électorale. Il a pris, ne l'oubliez pas, Bemba, qui a également une base électorale. Mais ce n'est pas un jeu, puisque tous les 2 sont actuellement dans le gouvernement. Bemba est vice-ministre, lui également chargé de la défense. Mais ça fait qu'il va vers des élections. Il se rappelle de ce que Fayoulou lui a fait, puisque c'est lui qui a gagné les élections dans les urnes. Et Fayoulou n'a pas abandonné la rue depuis lors, aussi bien en se proclamant président qu'en s'opposant à Félix Tshisekedi. Mais s'il faut que ce qui s'était passé se repasse, Fayoulou risque de lui créer des problèmes. Donc il faut avoir des alliés pour pouvoir au moins aller au second tour et après voir comment faire pour terrasser Fayoulou. Vital Kamerhe, lui, lors de son discours à l'occasion de son congrès, il a, lui, utilisé aussi 2 mots qui ont attiré l'attention de plus d'un, la patience et la tolérance. À quoi fait-il allusion? Patience et tolérance, moi je me demande où est la patience, où est la tolérance dans tout ça. Quand on crée un parti politique, l'objectif du parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Ce n'est pas l'accompagnement du pouvoir. Moi, j'attendais plutôt Kamerhe aller à la conquête du pouvoir. Et moi, je préfère cela aux accompagnements qui font que finalement, on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus qui représente quoi. Ils n'ont qu'à aller tous aux élections. Tous ceux qui ont cette ambition présidentielle n'ont qu'à aller aux élections. Ça permet de clarifier l'espace politique au niveau de la RDC. Mais bien sûr, en l'état actuel des choses, Bemba qui part tout seul, Kamerhe qui part tout seul, Tshisekedi qui part tout seul, mais c'est comme s'il ouvre un boulevard pour Martin Fayoulou. Et certainement, c'est ce qu'ils ont compris. En bon politicien, en bon calculateur sur le plan politique, ils se sont dit, mais attendez, on se met ensemble, on garde le gars dans l'opposition et nous, on continue avec le pouvoir. C'est comme ça que ça se fait. Et c'est ce qu'il y a de pire au niveau des alliances, parce que c'est ça qu'on appelle des alliances électorales. Ce n'est pas sur la base d'un projet de gouvernement, ce n'est pas sur la base d'un projet de société. Au mieux, c'est sur la base d'une répartition de postes de ministres, de gouverneurs, etc. Puisque dans cet accord actuel, si Tshisekedi gagne le pouvoir, c'est Vital Kamerhe qui sera son prochain Premier ministre. Vous voyez un peu que ce n'est pas seulement du patience, tolérance, mais c'est également des intérêts qu'on est en train de conserver dans les 2 camps. Plusieurs candidats, justement, se sont déjà déclarés en vue de la présidentielle de décembre 2023 en RDC, dont l'enjeu repose sur la sécurité dans l'est du pays. Y a-t-il cette fois des candidats redoutables? Le candidat le plus redoutable, c'est Fayoulou. Qui revient dans la course? Bien sûr. Il avait commencé à contester la façon dont le processus se fait, disant qu'il risque quand même de ne pas participer, mais ça m'étonnerait qu'il ne participe pas aux élections, parce qu'avec les résultats qu'il a obtenus lors de l'élection présidentielle passée, il est actuellement celui qu'on peut considérer comme le challenger le plus dangereux pour Félix Tshisekedi. Vous avez le cas de Moïse Katumbi, qui à un certain moment a annoncé sa candidature. Est-ce qu'il va persister sur la même ligne?
Ou bien est-ce que lui également, il va rejoindre un groupe? Il va créer son groupe, une coalition autour de sa personne. Il y a tous ces éléments-là qui sont là, alors que tout le monde sait que lui également, il a une base politique au niveau du Katanga. Et dans cette zone, il est clair que celui qui veut gagner a intérêt à travailler avec lui. D'ailleurs, on a vu même M. Tshisekedi, en fait, le pouvoir de Tshisekedi l'empêcher tout récemment d'aller dans sa zone pour remobiliser les troupes, pour montrer qu'on le craint dans cette zone-là sur le plan poids électoral. Maintenant, pour moi, c'est le contraire. Laisser les gens être candidats. Parce que c'est ça l'arbitrage. Quand on dit que le peuple arbitre, c'est ça l'arbitrage du peuple. Quand on mélange les gens, quand il y a ces combines politiciennes et tout, avant qu'on organise les élections, le résultat des élections ne reflète pas véritablement la position des populations parce qu'on ne leur a pas donné la possibilité de choisir de façon très claire entre 4-5 candidats. On a pris certains candidats cachés avec d'autres. Parfois, c'est un jeu qui consiste à savoir que dans telle zone, ce monsieur, personne ne peut le battre ici. Ce même monsieur ne représente pas grand-chose à l'échelle nationale. On se met à collectionner les zones qui peuvent être gagnées par des gens qui ne représentent rien sur le plan national. Et finalement, de zone en zone, vous finissez par, en quelque sorte, tisser votre toile au niveau de tout le territoire. Vous gagnez des élections, non pas parce que vous avez une posture nationale importante, mais parce que vous avez joué sur des postures locales. Et ça, c'est ça les élections législatives. C'est ça les élections locales. Ce n'est pas l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, la personne doit avoir une assise nationale lui permettant d'avoir partout au niveau du pays suffisamment de voix pour arriver le premier. Et souvent, ce n'est pas ce qu'on fait. On construit cette, je ne sais pas comment il faut le dire, cette popularité à l'échelle nationale en se basant sur des popularités locales appartenant à d'autres personnes. Revenons-en sur l'enjeu de cette élection présidentielle, la question sécuritaire dans l'est du pays. Quel est le bilan du premier mandat du président Félix Tshisekedi? Le bilan est difficile. Le nombre de morts, les attaques. Et là, quand j'en parle, c'est avec ADF. Bien qu'ADF aujourd'hui est en train d'être oublié à cause de l'intervention du M23. Ils n'ont pas vaincu les ADF. Parce que quand il faisait son discours, c'est plutôt ADF qui était là, qui posait problème. Mais n'oublions pas que quand on parle de la RDC, il y a plusieurs dizaines de groupes armés. C'est ADF qui posait le plus de problèmes à un certain moment, d'autant plus que les choses se sont compliquées parce qu'ils disent qu'ils se sont liés à Al-Qaïda. Donc il y a un autre élément qui s'ajoute, qui vient un peu dans ce qui se passe actuellement au niveau du Sahel avec les groupes armés terroristes. L'autre élément, pendant son mandat, le M23 est revenu en force. Rappelez-vous, ils se sont mis à conquérir des territoires. Les populations ont dû quitter les territoires. Les forces armées de la RDC même ont dû quitter certaines zones. La MONUSCO a fait la même chose. C'est-à-dire le M23 a été vraiment ce qu'il ne fallait pas dans son mandat. Jusqu'à présent, il y a des négociations. Il y a une force régionale qui est présente sur place, qui est en désaccord avec le pouvoir de M. Tshisekedi, parce que pour eux, cette force venait pour combattre directement le M23, alors que les gens venaient plutôt en force d'interposition pour trouver une négociation, amener le M23 à retourner là où il se trouvait avant leur dernière intervention. Mais quand on voit tout ça d'un point de vue militaire, plus l'état d'urgence dont je parlais tout à l'heure dans certaines zones, il est clair que la question sécuritaire n'a pas été réglée par le mandat de Tshisekedi. Est assurée par le Kenya. Comment justement se porte cette médiation aujourd'hui? La médiation rencontre des difficultés parce que les médiateurs sont en train d'être soupçonnés d'être du côté du M23. Rappelez-vous, le premier responsable de cette force, qui était un Kenyan, on est venu à la limite le menacer chez lui. Il y avait des menaces de toutes parts. On l'a considéré comme étant un complice du M23 et du Rwanda. Et la RDC avait même demandé à un certain moment qu'il quitte le pays. Il faut bien se rappeler de cette situation. Il a été remplacé par un autre. Donc les relations également de ce point de vue ne sont pas bonnes, puisque Tshisekedi a quand même quelque part raison. Parce qu'au départ, quand on parlait de la mise en place de cette force, les populations n'ont jamais accepté la présence de cette force. Elles avaient surtout insisté sur le fait que des Rwandais et des Sud-Soudanais ne rentrent pas dans cette force. Même les Ougandais, les gens n'étaient pas très chauds. Mais après avoir mis en place cette force, c'est comme si ceux qui, au départ, ne voulaient pas de cette force ont eu raison. Puisque la force disait, nous donnons tel temps au M23 pour quitter les territoires, sinon quand nous allons arriver, nous allons combattre le M23. C'est ce discours qui a été tenu
Et effectivement, Tshisekedi s'est plaint parce qu'à l'arrivée de la force, le discours du combat contre le M23 a disparu. À la place, il y avait plutôt une médiation entre le M23 et le pouvoir, alors que M. Tshisekedi avait dit aucune médiation avec le M23 tant qu'ils ne retournent pas à leur base avant la dernière attaque, ce que le M23 n'avait pas accepté, de sorte que les négociations piétinent. Et on s'en souvient, la visite cette année du pape François en RDC, cet pays majoritairement catholique, et le souverain pontife avait lui aussi plaidé pour la paix, le retour de la paix dans le pays. C'est son discours de tous les temps. C'est son discours de tous les temps. Il faut bien se rappeler qu'il a voulu aller là-bas à un moment où le M23 avait tellement créé de problèmes que finalement la visite a été reportée. On a essayé de trouver des justifications, mais la zone n'était plus favorable pour une visite du pape en termes de sécurité. Mais quand il est arrivé, ce qu'il fait depuis Rome par rapport à tout ce qu'il y a comme foyer de tension dans le monde, quand il a l'occasion de venir dans ces foyers de tension, mais il a tenu ce discours qu'il a l'habitude de tenir à Rome. Mais cette visite avait créé grand espoir au sein de la population. Tout à fait, mais le pape, c'est le religieux, c'est le pouvoir religieux. Ils ne viennent pas prendre la place des politiques. Ce qu'ils peuvent faire, c'est appeler les politiques à la raison. Ce qu'ils peuvent faire, c'est ramener les politiques vers une négociation pour résoudre les problèmes par la discussion au lieu de le faire par les armes. Mais après, le pape, il retourne à Rome. Ils vont négocier ou ils ne vont pas négocier, ça sera une affaire des Congolais eux-mêmes. Le pape aura joué sa partition parce qu'il ne peut pas faire plus que cela. Il l'a fait au Soudan du Sud, il l'a fait dans beaucoup de pays. Mais malgré son appel, vous avez vu qu'il y a des pays où, jusqu'à présent, les foyers de tension persistent. Et en quoi, concrètement, quel rôle central pourra cette fois jouer Vital Kamerhe aux côtés du président, justement, dans la gestion de cette situation sécuritaire et d'autres questions aussi principales au niveau de la RDC? On peut reprocher beaucoup de choses à Kamerhe, mais c'est quand même une compétence, c'est quelqu'un qui connaît ce pays. Ce n'est pas pour rien qu'au départ, Tshisekedi l'avait pris comme directeur de cabinet au niveau de la présidence de la République, pratiquement collé à lui pour qu'ils puissent travailler ensemble. Donc il y a cet aspect qui est là. Il y a l'autre aspect qu'au niveau politique, les gens ne négligent jamais. Il représente quoi d'un point de vue électoral? Oui. Parce que Kamerhe, on en parlait bien avant que Tshisekedi ne devienne président de la République. C'est différent de ceux-là qui s'approchent du président et dont on ne parle que parce qu'ils se sont approchés du président. On parlait de lui avant qu'il ne se rapproche du président de la République. Les blocs qu'on essayait de faire à l'époque pour avoir un candidat unique, puisque pendant des mois, on nous a, je ne sais pas comment il faut l'appeler, on nous a balancé dans tous les sens en nous disant qu'on va trouver un candidat unique. Dans ce qui a fait qu'on n'a pas trouvé un candidat unique, Tshisekedi porte une responsabilité. Kamerhe porte une responsabilité. Tous les deux étaient sortis en disant que notre base nous a dit de refuser celui qui a été choisi comme candidat unique et ils sont allés s'associer contre celui qui était en train d'être proposé comme candidat unique. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un sur qui Tshisekedi sait qu'il peut compter d'un point de vue électoral, quelqu'un sur qui il peut compter également dans le combat sur le terrain par rapport à ce qui se passe pour un adversaire comme Fayoulou, qui très certainement les empêche de dormir parce que lui, il n'a pas arrêté de faire campagne pendant tout le mandat de Tshisekedi. La question de l'insécurité, la relation avec le Rwanda, il a pris des positions extrêmement fortes et il est dans l'axe où se trouve aujourd'hui une bonne partie des populations congolaises qui sont dans des zones en difficulté. Et d'un point de vue général, quel bilan peut défendre le président Tshisekedi à l'issue de ce premier mandat? Sur le plan diplomatique, il a un bilan à défendre. Il a dirigé l'Union africaine. Oui. Il avait réussi, malheureusement on en parle au passé, il avait réussi à normaliser les relations avec le Rwanda, avec l'Ouganda, le Burundi, puisque avant lui, avec l'ancien président Kabila, à un certain moment, c'était vraiment la pagaille dans cette zone. Il y a le président rwandais Kagame qui avait le leadership. À un certain moment, il lui a véritablement disputé le leadership dans la zone. Oui. Mais ce bilan est terni aujourd'hui par le fait que entre lui et le Rwanda en particulier, le courant ne passe pratiquement plus. Ça, on aurait pu dire qu'il l'a réussi, ce qu'il a fait également à l'échelle de l'Union africaine. Maintenant, les réalités intérieures, parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, quand les populations votent de façon générale, ce n'est pas ce que le président a fait à l'extérieur qui est le plus important. Mais c'est ce que le président a fait à l'intérieur et c'est là où il risque d'avoir des difficultés pour défendre son bilan par rapport à ce que lui-même, il avait proposé comme projet aux populations
et qui n'a pas totalement réussi. Quelque chose à retenir aussi sur ces relations diplomatiques à l'international au niveau de la France, les États-Unis et d'autres pays? Mais bien sûr, il est dans une logique de faire ce qu'on appelle un partenariat non plus avec une puissance, la Belgique en particulier, mais il est en train de discuter avec la Chine. Il a revu même les accords qui avaient été signés avec la Chine pour faire en sorte que la RDC puisse profiter davantage au niveau de ces accords, mais il s'ouvre également vers la Russie, il s'ouvre vers d'autres puissances, puisque il ne faut pas qu'on l'oublie, la RDC, comme on le dit, c'est une catastrophe sur le plan sous-sol, il y a du tout là-bas, oui. Mais tout le monde est intéressé, Chinois, Russes, Israéliens, Turcs, etc. Et ça le met dans une posture intéressante où il essaie quand même de ramener les choses vers ce qui va aller dans le sens des intérêts des populations de la RDC, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis sur Niveau d'Info.